Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence trimestrielle de l'Observatoire Crédit Logement CSA du financement de l'immobilier résidentiel. Je remercie le professeur Mouillard d'être avec nous encore une fois pour vous décrire toutes les évolutions qu'on a pu connaître au cours de ce trimestre et puis surtout les remettre en perspective sur plus longue période. Il se passe beaucoup de choses sur le marché du financement de l'immobilier. De manière générale, il se passe beaucoup de choses sur le marché de l'immobilier. La demande continue de se transformer rapidement. Et avant de passer la parole au professeur Mouillard pour commencer à regarder les principaux indicateurs, je voudrais juste vous faire part d'une réflexion qui, moi, m'a frappé récemment, qui concerne une forme de transformation de la demande qu'on observe sur les opérations que nous finançons par Crédit Logement en termes de cautionnement par rapport au montant des opérations. Alors pas le montant du crédit, mais le montant de l'opération complète, c'est-à-dire le montant de l'acquisition. Ce qu'on observe depuis le début de l'année, principalement, et ça s'est encore accéléré récemment, c'est une réduction du montant des opérations qui sont envisagées par les acquéreurs. Alors bien sûr, une réduction du montant d'emprunt parce qu'il y a besoin de plus d'apports personnels, on y reviendra, mais globalement, une réduction du montant des opérations. C'est-à-dire qu'on voit bien que les emprunteurs, ceux qui acquièrent des logements aujourd'hui, eh bien, revoient leurs ambitions à la baisse. Sans doute moins de mètres carrés, peut-être aussi un éloignement géographique, peut-être aussi des biens de moindre qualité. Et dans un débat, un contexte général où on s'interroge beaucoup sur l'évolution des prix, dont on a vu qu'il s'effritait, qu'il s'érodait, mais qu'en même temps, il n'y avait pas de chute extrêmement importante, eh bien, je crois que ce que je viens de citer est à remettre en perspective. C'est-à-dire que oui, les prix n'évoluent pas forcément beaucoup à la baisse et ce sont ceux qui sont encore en train d'acheter des appartements, des maisons, qui revoient leurs ambitions à la baisse. Alors, ils les avaient revus à la hausse dans toute la période de baisse des taux. Et là, il y a une forme d'adaptation des opérations aux capacités de financement des ménages. Voilà, mais on va regarder tout ça de manière beaucoup plus précise au travers de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Et donc, je passe la parole tout de suite au professeur Mouillard, notamment pour décrire les fondamentaux en termes de taux, de durée, comment les choses continuent d'évoluer. Professeur. Merci, monsieur le directeur général. C'est très gentil d'être passé sur Brest, dans ce lieu tout de même exceptionnel des Capucins, avec cette exposition permanente sur la mer, sur sa richesse, sur les activités, sur les recherches. Voilà. Et donc, comme on parle de recherche, eh ben, on va justement... Mais c'est vrai que c'est un lieu particulier. D'abord, je tiens à dire qu'il ne pleut pas tout le temps à Brest. Aujourd'hui, on a eu un peu de bruine ce matin, mais là, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, ce musée qui est sur la mer, sur la recherche et tout ce qu'on peut faire, qui est dans ce nouveau lieu que sont les ateliers des Capucins à Brest, mérite vraiment le détour. Donc, je vous incite à passer par Brest à l'occasion. Alors maintenant, on parle de la recherche sur le crédit immobilier. Allons-y. Donc nous allons nous centrer sur le troisième trimestre et puis évidemment nous irons un petit peu plus loin dans le temps pour terminer. Juste professeur, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai oublié de signaler que on est en direct sur YouTube, donc vous avez une possibilité de chat. Et donc, si vous avez des questions, je vous propose de les poser via le chat. Je le consulterai régulièrement et donc permettra de les poser au professeur. Voilà, donc troisième trimestre, nous sommes sur un taux moyen de 3,77%. Le mouvement de la hausse des taux s'est poursuivi, on le voit bien sur cette courbe. En septembre, nous étions à 3,98%. Donc on frôle les 4%, ces 4% dont on va reparler par la suite. Il est clair que la hausse des taux que l'on constate depuis 1 an et demi, 2 ans, est une hausse qui est quand même très rapide depuis le début de l'année. Voyons bien que sur les 9 premiers mois de l'année, le taux moyen a progressé de 163 points de base. C'est
presque 2 fois plus vite qu'en 2022 à la même époque. Bon, alors derrière cela, il n'y a pas de surprise. On retrouve les grandes explications qu'on a déjà eu l'occasion de présenter. Tout d'abord, la Banque centrale européenne a accru ses conditions de refinancement. Nous sommes sur un taux qui est un taux à 4,50%. Nous étions à la fin de l'année 2022 à 3,50%. Bon, et puis, enfin à 2,50%, pardonnez-moi. Et puis, surtout, on va en reparler parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Le taux d'usure, 5,54% en septembre. Nous étions à la fin de l'année 2022 à 3,05%. Donc tous les ingrédients étaient là pour expliquer cette remontée des taux des crédits immobiliers. Ça a une conséquence. Il n'y a pratiquement aucune durée qui échappe au mouvement. Alors prenons, comme cela est significatif, la durée la plus longue sur 25 ans. Puisqu'on va voir que les durées les plus longues, c'est quand même près des 2/3 du marché des crédits immobiliers aux particuliers. Eh bien, sur les 25 ans, nous sommes en moyenne à 4,18% en septembre. C'est-à-dire, par rapport aux 3,98%, nous sommes un peu plus que le taux moyen. C'est normal parce que plus la durée est longue, généralement, plus les taux sont élevés. Mais surtout, quand on regarde de manière détaillée, comme cela est possible avec la partie qui est la partie la plus désagrégée, qui est à droite de l'écran, eh bien, on se constate que les 25% d'emprunteurs sur 25 ans qui présentent les profils les moins aisés, les moins dotés en apport personnel, sont aujourd'hui à 4,54% en moyenne. Et même si on prenait le 8e des bénéficiaires de prêts à 25 ans, on est en moyenne en septembre à 4,95%. Donc on voit bien, il s'est passé quelque chose depuis un an, on le sait, il n'y a pas de surprise maintenant. Alors cette remontée des taux, elle est préoccupante, évidemment, parce que la durée des crédits octroyés est pratiquement stabilisée aujourd'hui. Au 3e trimestre, nous sommes à 249 mois en moyenne. Alors jusqu'à présent, serais-je tenté de dire, jusqu'au printemps dernier, l'allongement de la durée des crédits permettait d'atténuer le mouvement de remontée des taux des crédits. Bon, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas et ça a une conséquence que tout le monde souligne parce que cela est une entrée qui est une entrée relativement facile, serais-je tenté de dire, même si elle n'est pas pertinente, on verra pourquoi par la suite. Ça a une conséquence. Les ménages, en septembre 2023, avaient une capacité d'emprunt de 16,7% moindre que cela était le cas à la fin de l'année 2022. Bon, alors il est évident que cela a une conséquence, bien sûr. La conséquence, dit-on habituellement, serait que la facilité de l'emprunt des ménages est moindre et donc que cela pèse sur l'activité des marchés immobiliers. On va en reparler. Il est certainement nécessaire d'être prudent dans les conclusions qu'on tire de cette réduction de la capacité d'emprunt des ménages. Toujours est-il que si on veut bien illustrer l'évolution dans la structure de la production par durée, eh bien on s'aperçoit qu'en septembre, comme cela se notait déjà au début de l'été, à la fin du printemps, nous avons un pourcentage de durée parmi les plus longs qui commence à se réduire
doucement. Doucement, ce n'est pas encore la grande bascule, et d'ailleurs on verra que le mouvement connaît des fluctuations et connaît des exceptions d'un mois sur l'autre. Toujours est-il, et graphiquement cela est clair, les durées les plus longues voient leur poids dans le marché se réduire. Au bénéfice des durées les plus courtes, ça va de soi. Et cela constitue tout de même une évolution remarquable qui, aujourd'hui, interpelle sur les conditions d'évolution du marché des crédits. Alors, était-ce étonnant ? Non, pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a bien vu, les autorités monétaires ont incité les établissements de crédit à progressivement réduire les durées des engagements, bien sûr. Et puis, la hausse des taux des crédits rend moins utile, moins possible, plus exactement, l'allongement des durées. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur cette évolution, qui est une évolution qui, pourtant, et heureusement encore, on verra les conséquences bénéfiques pour ces catégories de ménages, évolution qui n'a pas encore pénalisé les plus jeunes des emprunteurs. Puisque, et on le répète, de présentation en présentation, ce sont les plus jeunes, les moins de 30 ans, qui bénéficient des durées les plus longues. Durées les plus longues, on voit bien le mouvement qui s'est produit depuis 2019. Depuis 2019, les moins de 30 ans ont vu la part des plus de 20 ans, des prêts à plus de 20 ans, s'accroître considérablement. C'est vrai aussi dans une mesure à peu près équivalente pour les 30, 35 ans, voire 45 ans. Mais pour les emprunteurs les plus avancés dans l'âge, on reste toujours sur une faible proportion d'entre eux qui recourent à des durées longues. Néanmoins, depuis quelques mois, et cela méritera une attention par la suite, on voit que les plus de 55 ans recourent plus largement qu'auparavant à des durées qui sont des durées de 20 ans et plus. Bon, c'est une évolution du marché qui se comprend aussi compte tenu du resserrement de l'accès au crédit, compte tenu des difficultés de montage des plans de financement, bien sûr, mais ça ne se fait pas au bénéfice des durées les plus longues. Les plus de 25 ans restent des prêts qui sont très faiblement représentés dans l'ensemble du marché. Bon, conséquence de tout cela, eh bien, la conséquence de tout cela, bien sûr, c'est que le marché continue à se transformer. Jean-Marc l'expliquait précédemment, nous avons une augmentation qui est une augmentation des coûts des opérations qui, jusqu'alors, avait bouleversé le marché et qui maintenant est remplacé par un recul du coût moyen des opérations. Alors, ce recul du coût moyen des opérations, il s'accompagne évidemment d'une baisse des prêts moyens. Alors, derrière cette évolution, on le sait, il y a plusieurs explications que M. le directeur général vous a rappelées précédemment. Des ménages qui sont moins ambitieux parce que les conditions d'accès au crédit ne leur permettent plus. Des ménages qui se sont délocalisés, qui ont abandonné les centres, les zones les plus convoitées pour se déplacer vers des territoires où les prix sont plus faibles et donc sur des territoires où il est plus facile, avec un apport personnel modéré, de réaliser un projet. Voilà, donc nous avons cette évolution, outre le fait que
l'environnement macroéconomique n'est peut-être pas propice à des engagements sur des projets très ambitieux. Bon, toujours est-il que, à côté du recul du coût des opérations, du recul du coût moyen des opérations, de l'endettement moyen, pardon, nous avons une progression qui est une progression tout à fait remarquable des revenus des ménages. Les revenus des ménages qui empruntent sont des revenus qui progressent vite, très vite même, bien au-delà de l'inflation, par exemple, qui semble détonner dans un univers qui est un univers où on est plus proche, on va le dire, d'une faible progression du pouvoir d'achat qu'autre chose. Moi, ça a une conséquence. Des coûts qui reculent, des revenus qui progressent, c'est un coût relatif qui diminue. Alors, comprenons bien cela. Nous sommes en septembre 2023 avec un coût relatif, c'est-à-dire le coût rapporté aux revenus de l'emprunteur, qui est de 4 années en moyenne sur le marché. Nous étions l'année dernière à la même époque à 4,6 années. Ça signifie donc une baisse qui est équivalente à une baisse de prix de l'immobilier qui serait de 12,5% sur l'ensemble du marché. On va voir par la suite que cela se décline de manière encore plus forte sur le marché de l'ancien. Bon, toujours est-il pour le moment que cela nous permet de constater sans grande surprise que l'indicateur de solvabilité de la demande, finalement, il ne s'est pas effondré, il fluctue, il stagne, il monte d'un mois sur l'autre, il baisse d'un mois sur l'autre. En gros, depuis une année, nous sommes sur un indicateur de solvabilité de la demande qui se cherche. Pourtant, les ménages empruntent moins qu'auparavant. Pourtant, les revenus des ménages progressent beaucoup plus qu'auparavant pour ceux qui empruntent. Donc nous sommes là face au constat de conséquences de hausse des taux et de stabilisation des durées des prêts auxquels les ménages ont en moyenne accès. Bon, alors la conséquence de tout cela, elle est sans surprise. Nous avons évidemment un troisième trimestre qui affiche un nouveau recul de la production et du nombre de prêts. Le troisième trimestre, en glissement annuel, c'est-à-dire comparé au troisième trimestre 2022, c'est moins 37,8%. Comparé toujours au troisième trimestre 2022, le nombre de prêts, c'est moins 36%. Bon, mais attention, souvenons-nous qu'en juin, la production reculait de 51,2% et le nombre de prêts de 51,9%. Ça signifie finalement que le recul est moindre. Il est moindre que ce que l'on a pu constater par le passé. On va le comprendre bien vite. Pour le moment, ça ne change pas grand-chose à l'évolution annuelle, qui est une évolution qui est toujours en recul, un recul qui paraissait pour beaucoup exagéré il y a quelques mois encore, et aujourd'hui que tout le monde s'accorde à mesurer à un rythme à peu près comparable, même si certains indicateurs sont en retard de plusieurs mois sur le marché, à la différence de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Bon, maintenant, pour en finir avec ce tour d'horizon rapide de l'ensemble du marché, revenons sur ce troisième trimestre. Il est quand même très intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on regarde
habituellement, c'est-à-dire sur longue période, entre le deuxième trimestre, qui est un très bon trimestre habituellement, même quand l'activité n'est pas très bonne, il est meilleur que ceux qui sont moins bons dans l'année. Donc un deuxième trimestre, et puis le troisième trimestre est généralement en recul. Il est en recul, en moyenne, comme je dis, sur longue période. C'est un recul que l'on a constaté aussi en 2019, moins 15%, aussi bien pour la production que sur le nombre de prêts, entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Alors nous avons eu une année 2022 de folie, comme on dit, puisque ce recul, en fait, était 2 fois plus marqué, moins 31%. Eh bien, cette année, divine surprise, comme on dit, le recul n'est que de 11% entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Qu'il s'agisse de la production de crédit immobilier ou qu'il s'agisse du nombre de prêts. Bon, l'explication, elle n'est pas surprenante, hein, soyons clairs. Nous avons évidemment tendance maintenant à atteindre le fond de la bassine, donc les rythmes de recul ralentissent, et puis aussi, souvenons-nous-en, la hausse des taux, bien sûr, elle a pénalisé la demande, mais la hausse des taux a aussi permis aux établissements de reconstituer des marges sur la production nouvelle. Et les marges reconstituées permettent aujourd'hui aux établissements de regarder l'évolution de la production de manière plus positive que cela pouvait être le cas il y a quelques mois encore. Donc nous sommes certainement à un mouvement, à un point important, un point de bascule peut-être. La reprise sera, on va en reparler après, elle n'est pas à portée de main pour maintenant et tout de suite, mais ça signifie qu'on doit pouvoir regarder l'avenir de manière plus sereine que cela a été le cas lorsqu'on regarde le passé. Donc là, on peut retenir qu'on est sur les points bas. On n'est pas en train de parler de reprise, loin de là, on en parlera tout à l'heure plus en détail, mais on est clairement sur les points les plus bas et une forme de stabilisation qui est en train de s'opérer. Tout à fait. On peut penser que d'autres observatoires, dans quelques mois, finiront par s'en apercevoir aussi. Nous dirons la même chose. Voilà. Et donc avec, on l'a vu, une transformation de la demande assez profonde. Tout à l'heure, on évoquait cette évolution des ambitions des emprunteurs, de ceux qui financent des logements. Ce qu'on ne voit pas dans les chiffres ici, mais qu'on peut peut-être préciser, parce que nous on l'observe à Crédit Logement, c'est que cette observation de la revue à la baisse des ambitions, elle est vraie, quelles que soient les tranches de revenus. C'est-à-dire que les revenus soient modestes ou que les revenus soient moyens ou élevés, on a une réduction à peu près similaire des ambitions si on les mesure par le montant moyen des opérations d'acquisition. Donc ça concerne toutes les tranches de population et c'est aussi à mettre en lien avec ce qu'on évoquait sur la hausse des apports et l'évolution des prix qui ne s'est pas réellement produite. Toutes les tranches de revenus et partout sur le territoire. Et partout sur le territoire, oui, que ce soit voilà. Paris intramuros, l'Île-de-France ou la province, sur l'ensemble des zones de province, on a cette observation de manière absolument générale. C'est important de le souligner. Tout à fait. Voilà, donc maintenant, on va faire comme à l'habitude. On va survoler un peu rapidement. On va passer le marché du neuf et le marché de l'ancien pour avoir une vision des choses. Voilà. Donc le neuf, c'est la catastrophe qu'on entend partout. Est-ce qu'il y a des vraies différences entre neuf et ancien? Parce que c'est vrai que le neuf est dans un contexte difficile. Sans doute, probablement bientôt moins de 300 000 mises en chantier. Enfin, on n'en est plus très loin, donc ça nous ramène presque décennies en arrière. Hein. Ouais. Il faut revenir très loin en arrière pour retrouver cette situation qui est très compliquée sur les appartements, encore plus semble-t-il sur les maisons individuelles. Donc c'est un contexte particulier. Et donc qu'est-ce qu'on observe sur le financement du neuf, Michel? Bon alors, comme sur l'ensemble du marché, on a sur le troisième trimestre un recul du coût des opérations. Hein. Il est un peu moindre qu'ailleurs, 2,4%. Mais nous avons une augmentation aussi, comme sur l'ensemble du marché, des revenus moyens des emprunteurs.
Donc, ce qui a comme conséquence que nous avons un coût relatif qui était à 5,6 années l'année dernière à la même époque, au troisième trimestre, et qui est 4,9 années maintenant. Donc nous avons ici, comme pour l'ensemble du marché, une transformation qui est une transformation qu'on observe aussi lorsqu'on regarde la répartition de la production par tranche de revenus ou par tranche d'âge. C'est tout à fait spectaculaire. La progression de la part des jeunes est tout de même remarquable. Elle n'est pas surprenante pour deux raisons. Tout d'abord, on sait que cette clientèle des moins de 35 ans est une clientèle qui est généralement choyée par les établissements bancaires, puisque ce sont les clients de demain. Et puis, d'un autre côté, l'allongement des durées, on l'a vu tout à l'heure, a surtout bénéficié à ces catégories d'emprunteurs. Donc, l'augmentation du poids relatif de ces jeunes ménages, c'est une augmentation qui se fait au détriment des autres emprunteurs, les plus avancés dans l'âge, notamment. Mais ça ne signifie pas que... faut bien le souligner parce qu'il y a des erreurs d'interprétation. Ça ne signifie pas que le nombre de jeunes qui accèdent à la propriété a progressé dans le marché. Non. Le nombre a diminué, mais il a diminué moins rapidement que l'ensemble du marché. Donc, le poids relatif s'est accru. C'est la même chose pour les revenus qui sont les revenus les plus bas, les moins de 2 SMIC, les moins de 3 SMIC. Oui, c'est une précision importante parce qu'on a pu lire ici et là que ça y est, les jeunes revenaient dans l'acquisition de neuf. C'est pas le cas. Simplement, ça baisse moins vite. Ils partent moins que les plus anciens parce qu'ils ont une appétence et un intérêt plus important. Mais il y a bien une baisse aussi et qui est significative, mais effectivement un peu moins importante. Tout à fait. C'est ce qui a un peu freiné aussi la décrue de la primo-accession à la propriété. On sait que la primo-accession à la propriété s'est effondrée depuis 2019, que le mouvement de recul s'est poursuivi de manière très rapide en 2023. Mais heureusement, les moins de 35 ans, les jeunes emprunteurs ont été un petit peu préservés par rapport aux autres. Un petit peu, ça ne signifie pas que ça a remonté, ça signifie encore une fois que ça a baissé moins. Bon, du côté de l'évolution de la production, du nombre de prêts, il n'y a aucune surprise. Pour la production, moins 37,5%, pour le nombre de prêts, moins 33,6%. Souvenons-nous tout de même que simplement au mois de juin, nous étions sur des reculs de 50%. Donc ça signifie que le recul se poursuit, mais comme nous approchons du fond de la bassine, eh bien, le mouvement freine légèrement. Et nous trouverons donc, pour bien comprendre cela, exactement la même explication lorsqu'on détaille les évolutions que celle que l'on a présentée pour l'ensemble du marché. Alors sur le marché de l'ancien, il n'y a pas de surprise. C'est la même chose, sauf que les évolutions sont beaucoup plus prononcées que celles que l'on peut constater sur le marché du neuf. Les coûts des opérations, moins 5,7% sur un an. Nous étions en 2022 à plus 3,9%. Nous voyons le choc. Et le choc, on le trouve aussi sur les revenus des emprunteurs, plus 8%. Nous étions en 2022 à plus 4%. Donc sur le marché de l'ancien, beaucoup plus que sur le marché du neuf, nous avons une progression des revenus des emprunteurs soutenue, nettement au-dessus du rythme de l'inflation, quelle que soit la manière dont on mesure ce rythme de l'inflation. Surprise? Non, aucune surprise.
une très forte transformation du marché qu'on va illustrer tout de suite. Disons simplement que le coût relatif, qui est maintenant de 4,5 années, était il y a un an à 5,3 années. Souvenons-nous ce que ça signifie. Ça signifie que derrière, nous avons l'équivalent d'une baisse des prix de l'ancien qui est de 14,5%. On ne l'a pas vu, même si beaucoup l'auraient souhaité et l'ont annoncé même. On ne l'a pas vu. Pour autant, nous avons derrière cette transformation dans la clientèle, dans les projets, dans les implantations des projets, dans la consistance des projets. Nous avons une formidable transformation du marché. Et alors, du côté des clientèles, on retrouve exactement le même type d'évolution que celui qu'on a constaté sur le neuf. Je pense que les deux histogrammes, les deux catégories d'histogrammes se lisent sans aucune surprise. Remontée pour les revenus les plus faibles, pour les emprunteurs les plus jeunes, au détriment des plus avancés dans l'âge ou des catégories de revenus les plus élevés. Mais encore une fois, avec la même précaution, ça ne signifie pas que les effectifs progressent, ça signifie qu'ils reculent moins que les autres, moins que le marché global. Bon, et du côté de la production, on retrouve évidemment la même chose que ce que l'on a pu observer sur le neuf ou sur l'ensemble du marché. Une production qui recule au troisième trimestre de 38,4%. La baisse était de 50,2% en juin dernier. Et puis un nombre de prêts qui recule de 37,2%. La baisse était de 48,2% en juin dernier. Donc pareil, un amortissement, un recul qui commence à s'amortir et qui nous annonce des évolutions qui peuvent être intéressantes pour les mois à venir. Voilà, donc voilà pour le marché du neuf et le marché de l'ancien, avec ce zoom particulier. On en vient maintenant au volet de la capacité des ménages à acheter. Donc vous allez nous parler des évolutions récentes, mais aussi peut-être remettre un peu en perspective sur plus longue période ce qui s'est passé et qui illustre ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les ambitions possibles des ménages par rapport au financement des opérations. Tout à fait. Quand on regarde sur une période longue, 2012-2023, nous sommes, en dépit de toutes les transformations que le marché a pu connaître, en taux, en durée, en prix, en coût d'opération, etc., nous sommes sur une évolution qui segmente les villes entre celles qui ont connu une augmentation des durées moyennes, une augmentation, plus exactement, pardonnez-moi, de la surface habitable, achetable, et les villes où la surface a reculé. Alors nous avons des augmentations qui sont des augmentations très fortes, très rapides. Pourquoi ? Lorsqu'on regarde en détail, on s'aperçoit qu'on a des villes qui sont des villes où les prix sont, en dépit des évolutions, bas et toujours très bas. 1 800 € du mètre carré, 2 000 € du mètre carré, c'est quand même le lot d'une grande partie du marché, de l'ancien. Et puis, nous avons aussi ces villes où finalement, nous avons eu des arrivées, de nouvelles clientèles. Des nouvelles clientèles, tout simplement parce qu'il y a eu des déplacements, pas seulement récents, mais des déplacements qui, la plupart du temps, trouvent leurs racines dans des grands mouvements de restructuration économique des territoires. Et puis, de l'autre côté, nous avons ces villes qui ont connu des hausses de prix très rapides,
avec des déplacements de clientèle qui quittaient ces territoires où les prix étaient trop élevés. Et nous avons au total, sur ces villes, une diminution de la surface achetable. Alors, pour résumer tout cela, je crois que c'est l'indicateur global qui est l'indicateur national. En gros, quand on regarde entre 2012 et 2022, nous avons eu une montée puis une relative stabilisation de la surface achetable. Mais entre 2012 et 2022, nous avons une augmentation en gros de 12 mètres carrés, enfin de 10 mètres carrés, pardonnez-moi. Oui, 11 mètres carrés. 11 mètres carrés, voilà. J'étais en train de refaire les calculs dans ma tête. Parce que, on va dire que le graphique est petit de là où nous sommes. Donc, nous avons une augmentation de 11 mètres carrés. Alors, cette augmentation de 11 mètres carrés, elle explique le grand dynamisme des marchés que l'on a connu pendant de nombreuses années. Et puis, depuis 2022, nous avons un recul beaucoup plus rapide des capacités à acheter. En 2023, le recul, il est de 3,3 mètres carrés. Ce qui fait qu'au total, nous avons un indicateur de la capacité à acheter qui est revenu longtemps en arrière, 10 années en arrière presque, qui ne s'est pas encore effondré, serais-je tenté de dire, au niveau des années qui sont les années 2012, voire 2013. Mais nous voyons bien que la capacité à acheter s'est dégradée. Elle s'est dégradée et avec des mouvements qui sont des mouvements récents, qui sont très différents suivant les territoires, puisque nous avons le sud, le littoral méditerranéen qui ne se comporte pas de la même façon que le nord, mais peu importe. Nous avons eu partout des évolutions qui se renforcent depuis le début de l'année et qui ont fait basculer pratiquement toutes les villes depuis un an dans les évolutions négatives de la capacité à acheter. La surface achetable se réduit partout, presque partout. Il y a encore quelques îlots de résistance, mais dirons-nous, il n'y a plus vraiment de villes qui sont des villes qui restent à l'écart du grand mouvement. Alors on va retrouver toujours les mêmes villes. On va retrouver ces villes qui ont connu de fortes pressions sur les prix, ces villes qui avaient bénéficié d'arrivées de clientèle nouvelle, ces villes qui avaient bénéficié de transferts de clientèle entre le centre et la périphérie. Toujours est-il que nous avons aussi au niveau des villes une transformation du marché qu'on a notée partout, France entière. Bien, on arrive à notre partie conclusive. Donc déjà, je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, le chat est ouvert et donc on pourra y répondre avec un grand plaisir. Donc pour la conclusion, on va parler de l'évolution qu'on peut attendre des taux, de l'avenir, effectivement, c'est ce qui va nous intéresser, de l'évolution des taux, du marché, et puis on reviendra aussi sur un éclairage nouveau qui est apporté par l'Observatoire depuis le dernier trimestre, qui est sur ce qui se passe dans le financement de l'immobilier en fonction des questions d'étiquette énergétique, les fameux DPE. Est-ce qu'on peut déjà commencer à lire des choses ou pas ? Il y avait eu une première approche le dernier trimestre. Là, il y a d'autres éléments qui vont être communiqués. Mais déjà, commençons par les taux. Certains nous ont dit qu'ils vont monter jusqu'à 5%. Oui. Là, on est en train de franchir les 4. Oui. 5, c'est encore assez loin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Moi, je ne pense pas beaucoup. Je me rappelle simplement de ce que Pierre Dac nous disait là-dessus. Le plus compliqué dans la prévision, c'est l'avenir. D'accord ? Alors, pour le moment,
En octobre, sur les 10 premiers jours d'octobre, nous sommes à 4,04%. Alors 4,04%. Donc on a franchi les 4, ça y est. On a franchi les 4, oui, il n'y a pas de surprise. Hein. Quand on était à 3,98 en septembre, on était en train de grappiller. Alors c'est un peu rassurant, serais-je tenté de dire. Pourquoi ? Parce que dès le printemps, compte tenu des évolutions, et nous l'avions confirmé au début de l'été, nous pensions que nous allions sans problème finir l'année à 4%. Pas beaucoup plus. Mais 4%, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, d'autant que nous avons des seuils d'usure qui continuent à monter. Hein. La petite courbe en jaune, comme on dit. Hein. C'est quand même un peu embêtant. Hein. Pourquoi 5,80% pour le taux d'usure en octobre. Hein. Je rappelle que nous étions à 3,05 en décembre 2022. Alors, petite réflexion. Le lien entre taux d'usure et taux des crédits immobiliers. Sur d'autres secteurs de l'activité économique, depuis longtemps, il est bien expliqué qu'il faut absolument éviter les procédures d'indexation. Hein, on peut penser au salaire. Imaginez ce que ça serait s'il y avait une indexation des salaires sur l'inflation. Voilà. Et pourtant, là, nous avons une procédure d'indexation. Cette procédure d'indexation, elle n'est pas simple, a priori, à identifier, mais derrière le mouvement de remontée des taux des crédits immobiliers, nous avons cette capacité, cette possibilité qui est offerte par la mise à jour mensuelle du taux d'usure. Ce qui n'a eu aucun impact véritable sur le dynamisme du marché, bien au contraire. Hein. Mais toujours est-il que derrière cela, on peut se demander comment les établissements de crédit ont réagi. Eh bien, jusqu'à l'été, jusqu'en juillet, jusqu'en août, nous avions des établissements de crédit qui ont reconstitué des marges. Et puis là, on voit bien que depuis septembre, en octobre aussi, le mouvement de remontée des taux des crédits ralentit. Il ralentit, s'il y a comme conséquence que pour l'avenir, on peut penser que nous allons encore monter un petit peu, mais c'est comme la petite bête, elle finira par plus monter. Donc regardons au-delà. Ce qu'il faut peut-être aussi rappeler à tout le monde, parce qu'on parle des taux des crédits, on parle du taux d'usure, il y a un rapport entre les deux, c'est évident, mais il faut bien rappeler que le taux des crédits qu'on observe, c'est le taux nominal qui est proposé en agence, hors tous les accessoires, hors les frais de dossier, hors les frais d'assurance, hors les frais de garantie, et que le taux d'usure est un taux actuariel, donc c'est déjà un facteur d'actualisation. Et plus les taux sont élevés, plus le facteur d'actualisation joue à la hausse, et qui est un taux qui comprend tous les frais qui peuvent être annexes au crédit. Donc, quand j'entends certains dire oui, les taux d'usure sont à 5,80, on va voir des taux à 5,80, c'est pas ce qu'on observera nous, puisqu'on observe nous un taux nominal. Donc ça, c'est une chose importante. Et il faut voir qu'on a eu un pincement entre les taux des crédits observés et le taux d'usure qui a amené à cette mesure de mensualisation qui a pas apporté effectivement grand-chose, mais on n'en attendait pas non plus grand-chose. Elle a donné un petit peu de souplesse quand même à certains emprunteurs, et qui donc, il sera sans doute assez normal de retrouver un écart plus important, au-delà de tous les effets actualisation et autres, mais un écart plus important entre le taux d'usure et les taux observés sur les crédits immobiliers. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on ne devrait pas aller à 5% pour la fin de l'année. Non, ne nous affolons pas. Bon. Le cadre macroéconomique et financier que les grands établissements de crédit nous proposent chaque trimestre. Il n'y a pas de surprise. Nous avons une année 2024 et une année 2025 qui seront des années à faible progression de l'activité macroéconomique, le PIB. Nous avons une année 2024 qui va connaître un recul sensible du rythme de l'inflation.
Et 2025, à peu près tout le monde s'accorde pour dire qu'on aura rattrapé les 2% de rythme d'inflation. Pour autant, le pouvoir d'achat des ménages va rester contenu. Il ne progressera pas vraiment. Il baissera peut-être un petit peu, nous dit-on parfois, mais toujours est-il que derrière cela, nous allons avoir des conditions de crédit sur les marchés financiers qui vont commencer à se détendre. C'est vrai de l'OAT, c'est vrai du taux de refinancement de la BCE. Bon, mais attention, tous ces scénarios ont été faits avant la guerre au Moyen-Orient, avant l'invasion du Hamas sur le sud d'Israël. Bon, cela va avoir des conséquences sur l'équilibre des marchés de matières premières, sur le marché du pétrole. Conséquences qui n'ont pas encore été totalement intégrées dans tous ces scénarios. Pour autant, si on s'appuie sur ces scénarios, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'évolution des taux des crédits ? Bon, pour l'année en cours, l'année 2023, nous attendons un taux moyen de 3,51%. Il était de 1,63% en 2022. Ça signifie qu'on va finir l'année avec un taux des crédits immobiliers qui sera autour de 4,10%. Donc on ne franchira pas le seuil des 5%, soyons clairs. On ne le franchira même jamais. Mais en 2024, en revanche, le taux moyen va progresser un petit peu. Oui, ben c'est normal, c'est les effets de moyenne entre mois, entre trimestres, etc. Mais cela signifie qu'en 2024, quoi qu'il arrive, nous allons avoir un recul du taux des crédits immobiliers aux particuliers. Nous escomptons une fin d'année 2024 avec un taux autour de 3,50%. Bon, ce n'est pas un effondrement des taux, mais ce n'est plus une montée. C'est ce qui est important dans l'histoire, pourrait-on dire. D'autant qu'après, si tout va bien, en 2025, nous redescendrons progressivement avec un taux moyen sur l'ensemble de l'année à 2,75%. Donc ça signifie qu'on finirait l'année 2025 sur un taux aux alentours de 25, de 50%. Voilà. Donc en gros, devant nous, nous avons une amélioration des conditions de crédit à venir. Donc pas tout de suite, mais à partir du début de l'année, premier semestre 2024. Tout à fait. Un début, voilà. Un commencement. C'est ce que disait Churchill, ce que je vous ai rappelé hier. C'est pas la fin, c'est pas le commencement de la fin, mais c'est la fin du commencement. On y sera attentif dans les prochaines conférences de presse. Tout à fait. Alors, et maintenant sur le volume global du marché, la production des crédits immobiliers, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces années qui viennent ? Nous avons une année, comme le disait Elisabeth II, annus horribilis. Nous redescendons vers les 150 milliards d'euros en offres acceptées. Souvenons-nous que par rapport à l'année qui est l'année 2021, nous allons avoir perdu 50 milliards. Ça signifie que, compte tenu de l'évolution des prix de l'immobilier qui a intervenu depuis, entre 2019 et 2023, c'est un volume de production qui aura reculé de 30%. C'est énorme. C'est ce qu'on voit sur les marchés, c'est ce qu'on voit sur les ventes des constructeurs de maisons individuelles, c'est ce qu'on voit sur la promotion immobilière, c'est ce qu'on entrevoit sur le marché de l'ancien. Donc il n'y a aucune surprise là-dessus. Et nous escomptons, nous espérons cette reprise, cette douce reprise en 2024. Une reprise un peu technique, soyons clairs.
Passer de 150 à 160 milliards, ce n'est pas le grand bond en avant, hein. C'est simplement une correction de mouvements qui sont des mouvements qui sont intervenus sur le début de l'année et qui ont fait plonger le niveau global de la production. Donc voilà pour ce qui est du marché des crédits. Et donc, dernier focus sur le financement des achats immobiliers versus l'étiquette énergétique des logements, les premiers enseignements qu'on peut tirer à partir des données collectées dans l'Observatoire. Tout à fait. La fois dernière, nous vous avions présenté pour montrer ce sur quoi nous étions en train de travailler, nous vous avions présenté la situation qui était la situation moyenne 2015-2023. Le nouveau DPE, c'est juillet 2021. Donc, d'ores et déjà, et à l'avenir, nous vous parlerons du nouveau DPE. Nous avons, pour analyser cela, 330 000 opérations, enfin 328 330 000 opérations. C'est pas mal, ça représente quand même plus d'un sixième de l'ensemble du marché. C'est énorme, hein. Et quand on regarde la répartition des étiquettes, on s'aperçoit que la répartition de l'échantillon ne nous déforme pas la photographie, qui est la photographie globale, qui se retrouve par exemple dans les travaux qui sont les travaux des pouvoirs publics, hein. Que ce soit les meilleures des étiquettes, AB, ou les plus mauvaises des étiquettes, les passoires thermiques, nous sommes sur des situations, des pourcentages tout à fait comparables. Par exemple, si on prend nos passoires thermiques à nous, comme on dit, on est à 18,7%, hein, de l'ensemble de la production de Crédit Logement, hein. Si on prend maintenant les étiquettes qui sont les étiquettes de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, nous sommes à 18,3%. Donc voilà. C'est la même chose, on ne va pas rentrer dans le détail. Nous n'avons pas de formidable déformation. Et donc, nous pouvons maintenant, sur la période la plus récente, 2021-2023, présenter, reprendre la photographie, qui est la photographie par tranche d'âge et par tranche de revenus. Alors, par tranche de revenus, tout d'abord, on répartit donc sur chaque tranche de revenus la production afférente entre les étiquettes de A à G. Et on constate. On constate que la structure qui est la structure du building, hein, qui est derrière chaque tranche de revenus, se retrouve. Hein, que ce soit les moins de 2 SMIC ou ce soit les 5 SMIC et plus, nous n'avons pas fondamentalement de grandes différences de structure. Si on prend les moins de 2 SMIC, nous sommes à 18,3% par exemple de passoires thermiques acquises, financées. Si nous prenons les 5 SMIC et plus, nous sommes à 20,4. Voilà. Mes petits yeux n'identifiaient pas tous. 20,4. Voilà. Donc, pas de grande différence du côté des tranches de SMIC. On verra que c'est la même chose aussi du côté des classes d'âge, donc avec un commentaire qui accompagne cela. C'est qu'à la différence de beaucoup d'explications qui avaient pu être apportées, ce ne sont pas les plus pauvres qui acquièrent les passoires thermiques, bien au contraire. Quand on regarde, ce sont plus volontiers les ménages aux revenus plus élevés qui acquièrent des passoires thermiques ou des ménages
qui disposent d'un apport personnel important, plus avancé dans l'âge, et qui vont pouvoir réaliser une opération qui est une opération moins coûteuse, certainement, et sans problème réaliser les travaux qui sont les travaux nécessaires derrière. Donc je crois que cette approche que l'Observatoire propose de l'analyse du marché en fonction de l'étiquette énergétique amène à des réflexions qu'on approfondira à l'avenir. Merci de votre attention. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, quels que soient les niveaux de revenus, quels que soient les âges de ceux qui font les opérations, il n'y a pas de différence significative à observer. Il y a quelques petits points de variation par-ci, par-là, mais il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est un enseignement, je pense, qui est assez intéressant, qui sera intéressant aussi de suivre dans le temps, voir si on a une déformation de cette observation de grande égalité aujourd'hui. Donc voilà pour conclure notre observatoire. Je ne vois pas de nouvelles questions. On va supposer donc qu'on a été clair dans nos explications. On est évidemment à disposition de tous les journalistes qui sont à notre écoute aujourd'hui dans ce live pour répondre à leurs questions au-delà de ce temps qu'on s'est donné dans ce live. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin d'un complément sur un sujet ou un autre. Voilà, écoutez, on vous remercie de votre présence, de votre écoute assidue tout au long de ce live. Je remercie le professeur Mouillard pour ses explications et la présentation qui a été faite. Et puis on vous donne rendez-vous le trimestre prochain pour un nouvel observatoire Crédit Logement CSA du financement de l'immobilier résidentiel. Et les vœux de 2024. Et ça sera les vœux de 2024 puisqu'on aura déjà encore basculé dans une nouvelle année. Tout à fait. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.